Bonjour Marc Andevelde, vous êtes journaliste et vous tentez au travers d'un livre, Le Grand Manipulateur, publié chez Stock, de répondre à cette question: comment devient-on président de la République sans avoir jamais été membre ni d'un parti, ni même d'une organisation quelconque? Comment Emmanuel Macron a-t-il fait pour arriver au pouvoir? C'est un livre qui est un livre assez acerbe sur le président de la République, avec néanmoins des révélations qui, elles, diffèrent des critiques habituelles. Parce que finalement, s'il faut retirer, disons, un point central qui court tout au long de ce livre, Le Grand Manipulateur, c'est que vous dites finalement qu'Emmanuel Macron, présenté comme étant le candidat des riches, est un candidat qui a toujours eu des problèmes pour boucler son budget de campagne. Expliquez-nous ce que ça signifie. Alors bonjour, merci pour l'invitation. Effectivement, c'est en fait mon deuxième livre sur Emmanuel Macron, parce que j'avais publié dès 2015 L'ambigu Monsieur Macron, où d'une certaine manière j'annonçais qu'il allait avoir l'ambition un peu folle de se présenter à la présidentielle sans parti politique et sans expérience politique. Et sur ce deuxième livre, sur cette deuxième enquête, le point de départ, c'est effectivement comment il a réussi finalement, en plus d'être élu, comment il a réussi de prendre le contrôle de l'État avant l'élection comme après. Et effectivement, je me suis aperçu qu'il s'était appuyé sur tout un tas de réseaux de l'ancien monde, des réseaux de l'ancien monde politique, qui ne sont pas forcément toujours dans la lumière et connus du grand public, des réseaux France-africains, des réseaux de l'industrie d'armement, des réseaux également de tout un tas de communicants, d'influenceurs qu'il a rencontrés énormément. Et effectivement, pour revenir sur la question de l'argent, l'une des révélations de mon enquête, c'est que, paradoxalement, l'équipe d'Emmanuel Macron pendant la campagne a eu des soucis financiers. Effectivement, on a beaucoup médiatisé ces collectes de fonds toute l'année 2016, avec les fameux dîners de collecte de fonds, notamment à Londres, à l'étranger. Mais fin décembre 2016, son équipe n'avait récupéré que 5 millions d'euros. Alors, c'est documenté. 5 millions d'euros, c'est peu. C'est peu pour une campagne présidentielle. Il faut savoir que les plafonds, c'est 16 millions et quelques pour le premier tour et 21 millions pour le deuxième tour. Donc on est dans cet ordre de grandeur. On a vu également en 2012 que la campagne de Nicolas Sarkozy avait largement déplacé les plafonds. D'une manière illégale, mais la campagne avait coûté près de 50 millions d'euros, ce qui est considérable. Et donc 5 millions d'euros fin décembre 2016, en fait, je me suis aperçu, et je le démontre à travers également une recherche et des documents, que la campagne d'Emmanuel Macron entre janvier et avril 2017 a eu à subir des difficultés financières, notamment en termes de trésorerie. D'où le fait, d'ailleurs, que son équipe a dû négocier des ristournes auprès des prestataires, ce qui a déjà été révélé par différents journalistes. Et puis, il y a également un autre élément, c'est que cette équipe pensait pouvoir bénéficier des prêts bancaires auprès de deux grandes banques, notamment le Crédit Mutuel et le groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. Ils ont finalement bénéficié de ces prêts, mais en toute fin de campagne, c'est-à-dire en avril. Et donc, effectivement, pendant 4 mois, ça a été très compliqué de pouvoir mener campagne avec des difficultés financières. Mais alors ça, c'est quand même très paradoxal, parce qu'on a l'habitude de dire d'Emmanuel Macron qu'il était extrêmement inséré dans le tissu économique, voire qu'il a été effectivement le candidat choisi par les grands industriels, les grandes fortunes. C'est vrai ou pas, Marc Andevelde? Alors, là aussi, on va entrer dans la complexité de la boîte noire de la campagne. Emmanuel Macron, bien évidemment, a eu le soutien de grandes fortunes, notamment de la nouvelle économie. Donc, on a parlé de Xavier Niel, mais également, ce que j'ai découvert, c'est que quelqu'un comme Bernard Arnault avait également été séduit par Emmanuel Macron. Donc, une grande fortune plutôt proche de la droite française à la base. Mais ces grands patrons, quand ils ont apporté une aide, ils n'ont pas forcément pu apporter une aide financière importante, parce que la loi est très précise. La loi, c'est des dons soit de 4 600 € aux candidats personnels, soit de 7 500 € au parti, en l'occurrence En Marche. Et donc, dire que ces grands groupes ont aidé Emmanuel Macron, ça peut être le cas en termes d'influence, en termes de relais de pouvoir, mais en termes financiers, ce n'est pas le cas. Et justement, c'est pour cette raison
je me suis, on va dire, penché et je me suis aperçu finalement que l'affaire Benalla pouvait prendre son origine bien plus dans les réseaux de Benalla, parce qu'on a tendance à découper l'affaire Benalla. D'un côté, il y aurait les méchants réseaux de Benalla que la presse a documenté ces derniers mois, et de l'autre côté, Emmanuel Macron qui serait vierge de toute rencontre. En réalité, Emmanuel Macron a rencontré énormément d'interlocuteurs pendant sa campagne et avant sa campagne, et notamment issus du vieux monde politique, que ce soit des responsables politiques ou des anciens conseillers. Donc, je pourrais parler de Michel Charasse, par exemple. C'est toute une génération. Conseiller de François Mitterrand. Et effectivement. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner, puisque dans votre livre, Marc Andevelle, vous dites finalement que cet homme, Emmanuel Macron, qui se présentait comme étant annonciateur d'un nouveau monde, est venu en politique grâce au très ancien monde, on pourrait dire ça ainsi. Oui, on peut dire ça ainsi. C'est l'une de mes principales, on va dire, découvertes à travers cette deuxième enquête. Dans la première enquête, je revenais sur son parcours, notamment dans les lieux de pouvoir économique qu'il avait traversé, la Banque Rothschild, la Commission Attali, et donc, bien évidemment, qu'il a utilisé ce réseautage économique d'un côté. Mais de l'autre côté, pour prendre le pouvoir, véritablement, prendre le pouvoir de l'État, il s'est basé sur une vieille génération politique qui a connu soit Mitterrand, soit Balladur dans les années 90, des gens de plus de 60 ans, et notamment, pourquoi il a fait ça? Pour contourner les partis politiques traditionnels qui étaient aux mains, PS comme LR, des quinquas, des quadras, plutôt techno, et pour les contourner, il a à la fois utilisé la très vieille génération, qui n'a pas forcément les pratiques de pouvoir les plus transparentes et, on va dire, les plus modernes, et de l'autre côté, il s'est fondé sur l'aide de jeunes que je qualifie parfois dans des interviews de pieds nickelés, mais ou en tout cas de jeunes sans expérience, avec un certain amateurisme qu'on a pu le voir depuis le début du quinquennat. Vous parlez d'une enquête, Marc Andevelle, vous êtes journaliste, vous avez travaillé dans différents titres célèbres du monde diplomatique à Marianne. Comment enquête-t-on sur ce type de sujet? Parce que donc il y a un certain nombre de choses que vous révélez, des rencontres. Alors par exemple, vous dites que Michel Charasse a été effectivement important dans la campagne d'Emmanuel Macron. Vous dites qu'il y a eu un certain nombre de rapprochements puis de brouilles avec des grands patrons qui vont donc de Pinault à Herman, qui a été l'un de ceux qui ont porté Emmanuel Macron au pouvoir. Alors certains sont des grands patrons connus, Pinault, d'autres comme Herman ont été moins connus mais très importants pour le financement. Comment travaille-t-on là-dessus ? Déjà, parce que lors de mon premier livre, j'avais rencontré tout un tas d'interlocuteurs du monde économique. J'avais rencontré Henri Armand, j'avais rencontré Serge Wimbert, également patron de Sanofi, très très proche d'Emmanuel Macron. C'est l'un des grands patrons les plus proches d'Emmanuel Macron, toujours aujourd'hui. Et puis par ailleurs, à travers mes différentes enquêtes, notamment pendant à peu près 5 ans à Marianne, sur les questions du grand commerce international, de la France-Afrique ou de l'armement. Par exemple, j'ai enquêté sur Thales, j'ai enquêté sur les réseaux entre la France et l'Arabie Saoudite, ce qui m'a amené à découvrir tout un tas d'interlocuteurs, de ce qu'un journaliste qui a lu mon enquête, mon livre récemment, enfin après publication, Antoine Payon, ancien grand reporter de La Croix, qui me disait finalement votre livre c'est une plongée dans l'état profond de la Ve République. Alors j'ai pas utilisé ce terme-là d'état profond parce que ça renvoie à une réalité. C'est un terme connoté. C'est un terme connoté que je dis aux États-Unis et parfois repris par des complotistes. Mais c'est vrai que je me suis intéressé à ce qu'on appelle, ou ce que d'autres journalistes par le passé ont appelé les réseaux transversaux, c'est-à-dire des réseaux de l'infrastructure politique française, de droite comme de gauche, qui, on va dire, font de l'influence ou qui ont des intérêts puissants sur les contrats d'armement, sur les relations État à État, ou même des intérêts en France. Et effectivement, ou dans les services de renseignement également, il y a énormément de passages de mon enquête sur la manière dont Emmanuel Macron a investi les lieux de la défense ou de la sécurité, place Beauvau, avec plus ou moins de succès. Autant il a réussi Donnez-nous des exemples, justement. Autant il a réussi à s'accaparer le complexe militaro-industriel avec relative maestria mais discrétion. Il a réussi à récupérer et à prendre le contrôle du complexe militaro-industriel, même s'il a certaines relations difficiles. Il a pu avoir des relations difficiles avec Serge Dassault, qui était très content de François
Hollande et du quinquennat de François Hollande, mais autant sur Place Beauvau et sur les réseaux police, il a eu du mal à s'y investir parce que finalement, là pour le coup, il manquait d'expérience, il manquait de réseau, et même s'il a utilisé certaines personnalités de gauche issues des réseaux Jox comme de droite, parce que ça c'est aussi... Jox, qui était le ministre de l'Intérieur. L'ancien ministre de l'Intérieur et de la Défense aussi de François Mitterrand, une grande figure de la Mitterrandie. L'autre révélation du livre, c'est qu'on assiste depuis quelques mois à un rapprochement politique et humain entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. À gauche, y compris dans les sympathisants socialistes qui ont pu voter Emmanuel Macron, on s'en étonne, surtout après plus de 10 ans d'antisarkozisme. En fait, ce que je démontre, c'est que Emmanuel Macron, s'il se rapproche de Nicolas Sarkozy, c'est qu'en réalité, il y a énormément de réseaux de la droite française indifférenciés, sarkozystes comme antisarkozystes, réseaux qui se sont mis au service d'Emmanuel Macron. Et notamment des personnalités issues de la cohabitation Balladur-Mitterrand, Mitterrand-Balladur, mais également, par exemple, parmi les communicants, j'annonce dans le livre que dès 2013, Macron organise des réunions de communicants pour sa communication personnelle et sa future ambition politique à l'Élysée, dans le dos de François Hollande, et qu'il a pu inviter lors de ces réunions Franck Louvrier, ancien conseiller communication de Nicolas Sarkozy, illustre conseiller communication de Nicolas Sarkozy. Il a même été jusqu'à lui proposer d'être le directeur de communication de sa campagne en 2016. Ça, c'est des sources proches de Maurice Lévy qui me le confirment, le patron de Publicis. Et effectivement, contre François Hollande, il n'a pas hésité à utiliser les réseaux de la droite, et notamment de Nicolas Sarkozy. Pourtant, ces réseaux de la droite, ils étaient, pour une grande partie d'entre eux, acquis à François Fillon. Et là aussi, vous évoquez dans votre livre, Marc Andevel, le grand manipulateur, publié chez Stock, vous évoquez le fait qu'il y a eu une concurrence entre Emmanuel Macron et François Fillon pour la conquête, le pouvoir de convaincre ces milieux financiers. Ça n'était pas du tout gagné pour Emmanuel Macron au départ. Oui, c'est vrai. Au niveau des grands patrons, ou des très grands patrons, des oligarques, parfois on les appelle, finalement, il y avait toute une partie du CAC 40 qui avait décidé que le candidat naturel, on va dire, de leurs intérêts financiers était François Fillon pendant la campagne. Je pourrais citer, par exemple, Martin Bouygues, principalement, mais Henri Decastre aussi, ancien patron, ancien directeur général d'AXA, quand même des grands noms du patronat français étaient en réalité derrière François Fillon et pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a plutôt été soutenu pour le coup ce qu'on appelle les grands patrons ou le patronat de la nouvelle économie, qui était en lutte avec un patronat davantage rentier, avec des activités davantage traditionnelles. Donc il y a une sorte de lutte dans le capitalisme français qui s'est exprimée à travers la campagne. Donc ça, c'est tout à fait juste. Mais aussi parce qu'il y a des patrons, et des grands patrons, qui indifféremment, en fait, sont des puissances en soi et ont indifféremment, il faut quand même se replacer dans le contexte d'incertitude de la campagne de 2017. En fait, on avait 4 candidats qui pouvaient très bien arriver au second tour. François Fillon, Emmanuel Macron, mais également Jean-Luc Mélenchon et bien sûr Marine Le Pen. Les 4, dans les derniers 15 jours de la campagne, auraient pu arriver au second tour. Mais c'est vrai que Emmanuel Macron n'a pas pu récupérer tout le patronat avec lui. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle, depuis son élection, comme président de la République, à la fois pour des questions d'image, parce qu'il n'a pas envie de s'associer à ce grand patronat, alors qu'il fait une politique fiscale et économique très en faveur de ces grands patrons et de ces grandes fortunes. Il n'a pas forcément envie de s'associer à ces grands patrons, parce qu'il se rappelle des précédents, notamment du quinquennat Sarkozy, le président des riches, comme on le qualifiait, et l'épisode du Fouquet's. Et donc, il va assez peu rencontrer ces grands patrons, voire des représentants du CAC 40, Godefroy Roux de Bézieux, MEDEF et d'autres organisations sont plutôt mis à l'écart du président. Le président délègue ce traitement-là de ces relais patronaux à son secrétaire général, Alexis Kohler. Oui, vous dites même que Emmanuel Macron a plutôt tendance à sadiser ces grands patrons. Oui. Alors, il a l'habitude de le faire, dites-vous, avec d'autres milieux.
en tout Mais cas. notamment politique. Oui, alors ça, c'est l'aspect personnalité d'Emmanuel Macron. Il pense effectivement s'être fait tout seul, ce qui n'est pas le cas, je le démontre par maints exemples, mais il a l'impression de s'être fait tout seul et d'avoir effectivement, comme il dit, fracturé le monde politique. Effectivement, il s'est placé entre les deux partis politiques traditionnels, ça c'est incontestable. Et que dans ce cadre-là, que ça soit certaines personnalités politiques qui ont pu l'aider, hein, j'évoque notamment le cas de Jean-Pierre Jouyet, hein, ancien secrétaire général de l'Élysée et ami de François Hollande, mais également des grands patrons. La phrase qui revient le plus dans les interlocuteurs que j'ai pu avoir, c'est Macron, il séduit, il utilise et il jette. Et donc, c'est une phrase extrêmement violente, mais très caractéristique. Et en fait, le mépris que Macron peut avoir, ou ça peut être ressenti comme tel par les Français vis-à-vis des Gilets jaunes, par exemple, ou vis-à-vis de la population, ce mépris ou cette distance, il peut l'avoir également avec des gens du pouvoir en général, du pouvoir économique et politique. Et par ailleurs, il y a quelque chose aussi qui est très caractéristique, c'est que, si je reprends une formule assez violente, mais c'est les termes qui m'ont été employés par mes différents interlocuteurs, c'est qu'Emmanuel Macron, il tue en politique comme il tuait dans le monde économique. C'est-à-dire que j'ai un ancien responsable du Parti socialiste qui me disait dans le monde politique, on tue sur des morts provisoires. Enfin, on arrive toujours à se refaire à un moment donné. L'arrivée d'Emmanuel Macron fait qu'il bouscule les petites habitudes et il y a tout un tas de responsables politiques qui ont été démonétisés du jour au lendemain, que ça soit du côté du PS ou que ça soit du côté des Républicains. C'est aussi pour ça qu'au moment de la campagne présidentielle, il a eu autant de réseaux qui sont venus à sa rencontre, y compris des réseaux qui n'avait pas envie de voir François Fillon, qui s'était trop rapproché des réseaux, là pour le coup, catholiques. Vous dites aussi, Marc Andevelde, que les milieux économiques se sont un peu détachés d'Emmanuel Macron au moment de la crise des Gilets jaunes, qu'il y a un phénomène de défiance vis-à-vis de lui. Expliquez-nous. Oui, alors, pour continuer vite sur la défiance, donc Emmanuel Macron, comme il est dans la perspective de la mondialisation et qu'il veut absolument séduire des capitaux étrangers, il va séduire les grands patrons des GAFA, par exemple, le patron de Facebook, de Google et compagnie. Et c'est vrai que par rapport au patronat français, qui n'ont pas forcément, ces patrons-là qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que les patrons internationaux. Une défiance a commencé à s'installer, notamment au moment de la gestion des Gilets jaunes. Et Emmanuel Macron n'a pas eu uniquement peur de la défiance des Français ou des Gilets jaunes, il a eu également peur qu'une partie de cet establishment économique commence à le lâcher. Et effectivement, le MEDEF, par exemple, qui avait très peur du mouvement des Gilets jaunes au mois de décembre, aurait pu même lâcher davantage, c'est-à-dire davantage d'argent pour l'augmentation du SMIC. Ils s'étaient fait une raison aussi sur le retour de l'ISF. Emmanuel Macron n'a pas été sur ces mesures-là. Et d'une certaine manière, tous ces patrons ont extrêmement peur de la situation sociale. Marc Andevelde, le grand manipulateur, les réseaux secrets de Macron aux éditions Stock. On va continuer à évoquer cet ouvrage, Les réseaux d'un président. On va faire également des réseaux comparés pour voir comment cela se passait hier, évoquer un certain nombre de points de fixation de ces réseaux, notamment Alexandre Benalla. Vous serez rejoint par le grand reporter au Monde, Raphaël Baquet, dans quelques instants. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. Parler de politique et même plus généralement de réseaux en politique, car c'est un thème qui aujourd'hui est largement traité. Il est traité dans un livre qui est un best-seller aujourd'hui, le livre de Juan Branco, Crépuscule, et puis dans un livre qui vient d'être publié de Marc Andevelde. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé dans différents titres de presse du monde diplomatique à Marianne. Votre ouvrage, Le grand manipulateur, les réseaux secrets de Macron, publié chez Stock, sorti cette semaine. Nous accueillons Raphaël Baquet, grand reporter au Monde. Bonjour Raphaël Baquet. Bonjour. Les réseaux en politique, est-ce la prérogative d'Emmanuel Macron? Peut-on faire un bilan comparé de nos différents présidents et de leurs réseaux respectifs? Ce qui frappe quand on lit le livre de Marc Andevelde, c'est au contraire la permanence de ces réseaux, à vrai dire. Et les auditeurs de France Culture, comme les lecteurs du Monde d'ailleurs, aiment l'histoire. Et donc il suffit si on prend juste la Ve République,
on retrouve ces mêmes réseaux avec des générations qui changent, mais ces réseaux France-Africains, de l'industrie de l'armement, des grandes industries françaises d'ailleurs, qui peuvent avoir changé, parce qu'aujourd'hui l'industrie du luxe, par exemple, est venue au premier plan, mais on voit bien que de Gaulle jusqu'à aujourd'hui, effectivement, il y a au fond des réseaux transversaux et puis des grands réseaux industriels qui cherchent à avoir de l'influence sur le président de la République avec plus ou moins de bonheur, parce que ça ne marche pas forcément, et puis eux-mêmes ont des relations de rivalité entre eux. Et donc parfois, si vous voulez, ils sont minés eux-mêmes par leur lutte de pouvoir interne. C'est illégal ? Il peut y avoir des effets, il peut y avoir des événements plus illégaux, si vous voulez. C'est pas illégal d'avoir des lobbyistes, hein. C'est pas illégal de vouloir faire des affaires. Ça dépend jusqu'où vous allez. Donc parfois, effectivement, et on l'a vu de Gaulle jusqu'à aujourd'hui, il y a des événements effectivement qui transgressent allègrement la loi. Et puis alors, ça n'est pas illégal d'écouter les corps intermédiaires, à ceci près que le président actuel est accusé à tort, à raison, de ne pas les écouter, ces corps intermédiaires, Raphaël Baquet. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a à la fois cherché et réussi d'une certaine façon à séduire tous ces réseaux, ou en tout cas à les rassurer au départ. Et puis après, il cherche à ne pas en être prisonnier. Donc c'est ce que Marc Andevelde appelle son ingratitude. Parfois on est rassuré d'une certaine façon de voir qu'il est ingrat, parce que justement en tout cas il essaie de ne pas être prisonnier d'un réseau plus que d'un autre. Mais l'ingratitude, justement, est-ce que ça n'est pas une caractéristique, peut-être même une qualité du politique, Raphaël Baquet? On songe par exemple à Mitterrand, qui savait aussi, lui aussi, choisir des gens, les choyer et puis les laisser dans l'oubli, le silence. On dit aujourd'hui le ghosting le plus complet. C'est difficile de manœuvrer cette patte humaine, si vous voulez. Alors Mitterrand le faisait peut-être moins brutalement qu'Emmanuel Macron. Mitterrand pouvait maintenir dans son aura, dans son entourage, des gens qui le regardaient à peine, mais à qui il distribuait des prébendes. Mais c'est presque encore pire, parce qu'il les maintenait. Enfin, le livre que vous avez consacré à François de Grossouvre, qui s'est suicidé à l'Élysée, il s'est suicidé quasiment par amour, parce que le prince qu'il avait choisi ne le regardait plus. Oui, c'est vrai. Et en même temps, il avait un bureau à l'Élysée, il avait un appartement de fonction, donc on ne peut pas dire qu'il était maltraité. Cohabiter avec son ex, il était maltraité pire. Psychologiquement, mais pas du tout matériellement. Mais il était exactement l'exemple même des réseaux que vous décrivez, c'est-à-dire quelqu'un qui cherchait à faire des affaires entre l'industrie de l'armement chez Dassault, puisqu'il a été chez Dassault pendant un an. Il frayait entre les réseaux France-africains. Là, on parle de François de Grossouvre. François de Grossouvre, il était exactement dans ces réseaux. Marc Andevelde. Par rapport à cette permanence, la nouveauté avec Emmanuel Macron, c'est que il a conquis le pouvoir sans un véritable parti politique constitué traditionnel. Et donc, par rapport au passé, eh bien, les partis politiques traditionnels, auparavant, constituaient une sorte de tamis, constituaient une sorte de contre-pouvoir, même vis-à-vis du pouvoir élyséen. Aujourd'hui, à la fois dans la pratique du pouvoir de Macron, qu'on dit très vertical, et il utilise aussi tous les instruments de la Ve République, mais et également, pas uniquement sur la pratique du pouvoir, c'est qu'une partie de ces réseaux-là, eh bien finalement, ils ont été, ou de ces personnes qui essayent d'avoir de l'influence auprès du président de la République, ils ont parfois accès directement au président de la République. Je le raconte d'ailleurs dans le livre, comment Emmanuel Macron, que ce soit pendant sa campagne ou même depuis qu'il est président de la République, il n'arrête pas d'avoir des contacts informels, y compris par rapport à sa messagerie de télégramme, messagerie de communication sur son téléphone, et il a énormément de contacts hors de tout contrôle, avec tout un tas de personnes. L'autre spécificité, effectivement d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir joué des réseaux parfois totalement contradictoires, y compris politiques. Par exemple, François Hollande avait utilisé une partie de la droite contre Nicolas Sarkozy, mais qui était une droite qui ne voulait pas de Nicolas Sarkozy. Chiracienne. La droite chiracienne, anti-Sarkozy. Emmanuel Macron a utilisé
toutes les droites, c'est-à-dire de la droite chiracienne anti-sarkozyste à la droite chiracienne qui s'était rapprochée de Sarkozy ou aux sarkozystes. Et ça, c'est très difficile à comprendre, y compris ça brouille les pistes pour les commentateurs, parce que finalement, il a utilisé tous les réseaux. Mais est-ce que ces réseaux sont importants, Raphaël Baquet, ou est-ce que ça fait partie des marronniers, c'est-à-dire des sujets que nous, journalistes, on aime bien, parce que cela permet en quelque sorte de révéler des soi-disant dessous des cartes, ou est-ce que ça a un rôle effectif dans le pouvoir? C'est important, d'abord parce que ils peuvent parvenir à faire trancher en leur faveur, enfin, ils peuvent parvenir à influencer des choix industriels, par exemple. Donc, ou des choix diplomatiques aussi. Donc, c'est évidemment que ces réseaux sont importants. Je reprends juste ce que vient de dire Marc Andebel. Je pense que la spécificité de ces réseaux, c'est justement de passer au-dessus des partis. Et toujours, Grossouf n'était pas du tout du Parti Socialiste, c'était même quelqu'un de droite. C'était un royaliste. C'était un monarchiste qui fêtait chaque année la mort de Louis XVI. Donc rien à voir avec le Parti Socialiste. Mais je pense que c'est justement le principe de passer au-dessus des partis. Avec Emmanuel Macron, peut-être qu'ils ont cru que justement quelqu'un qui était vraiment essentiellement hors parti serait encore plus malléable. Et là, ils ont essayé avec plus de vigueur encore. Frédéric Seyss. Oui, je voudrais quand même apporter une nuance à ce constat. Évidemment, ces intérêts-là sont très puissants et peuvent favoriser des candidats, en tout cas les financiers. On sait qu'une campagne électorale, ça coûte extrêmement cher et qu'il vaut mieux avoir avec soi un certain nombre de personnes qui peuvent vous aider, à la fois aussi financièrement, mais aussi dans l'influence, ne serait-ce que dans les dîners en ville. Vous êtes un candidat qui monte et ça peut vous aider effectivement à réunir les conditions pour être élu. Cela dit, l'alchimie électorale est quand même quelque chose d'extrêmement instable, extrêmement incertain, extrêmement précaire. Et finalement, même si des puissances industrielles dont on parle, des grands groupes, des personnalités politiques influentes se décidaient à mettre en avant un personnage qui ne parlait pas aux Français, qui n'arrivait pas dans la bonne époque, qui n'avait pas le discours qui parle à un moment de l'histoire de France, il n'aurait strictement aucune chance d'être élu, même avec un budget faramineux. Et d'ailleurs, on l'a vu dans beaucoup de pays, et en France y compris. Sauf Marc Andebel, si on considère par exemple qu'avoir un lien privilégié avec les oligarques qui possèdent les médias, ça, c'est un point important. Mais alors, est-ce qu'on peut dire cela non seulement pour Emmanuel Macron, mais aussi pour la manière dont la campagne a été suivie? Ça a joué son rôle, notamment, mais seulement une partie. Et les choses sont parfois plus complexes, mais ça a joué son rôle parfois, y compris sur des structures qui sont intermédiaires, des structures d'influence. Par exemple, je parle assez longuement dans le livre de la structure de communication Havas, par exemple, qui fait partie de ces structures relativement peu médiatisées auprès du grand public et qui joue un rôle, là, pour le coup, plein auprès des journalistes, auprès des influenceurs, des décideurs, pour pousser telle personne ou telle personne. Et effectivement, Emmanuel Macron, qui connaît très bien comment fonctionne, là pour le coup, le système de pouvoir français, économique notamment, il avait un intérêt à entrer d'ailleurs en relation avec Havas, donc notamment par rapport à la proximité qu'il avait avec l'un de ses principaux conseillers, qui est Ismaël Emelien, qui a fait toute sa carrière à Havas, enfin une bonne partie de sa carrière à Havas. Il avait un enjeu politique, c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre chez Emmanuel Macron, c'est qu'il a investi. On ne peut pas dire que c'est Ismaël Emelien. Non, mais il a investi énormément de lieux de pouvoir, moins pour sa personne que contre ses ennemis, c'est-à-dire pour assécher des lieux de pouvoir que ses ennemis pouvaient avoir et pouvaient avoir d'une manière beaucoup plus constituée. C'est ça que je veux dire. Raphaël Baquet, votre point de vue là-dessus? Je pense que Frédéric Seyss a raison. Ces réseaux ne font pas l'élection. Mais en revanche, ils cherchent à influencer les présidents en place, les différents présidents. C'est pas seulement en finançant leur campagne, en fait. C'est en faisant valoir leur point de vue, en faisant valoir leurs choix industriels, ceux qui peuvent les servir. Donc c'est ça qui se passe. Mais aujourd'hui, effectivement, peut-être qu'il vaut mieux être ami avec Mark Zuckerberg qu'avec le patron de Radio France, si vous voulez. Donc tout est rebattu et il n'est pas évident que le fait de connaître un patron qui possède des médias permette de faire une élection. Et puis, il y a dans ce livre, Le Grand Manipulateur, un certain nombre de focus, notamment le focus sur un homme qui aujourd'hui est célèbre. C'était il y a un an d'ailleurs que ses premiers agissements ont pu être
commencé à être découvert. Il s'agit d'Alexandre Benalla. De quoi Benalla est-il le symptôme, selon vous, Marc Andevelde? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a multiplié dans son entourage, que ce soit des conseillers informels ou même des conseillers officieux au cœur même de la structure Élysée. J'évoque un autre conseiller officieux qui est toujours en poste, d'ailleurs, Ludovic Chaker, assez longuement. Alors, ça a été le premier secrétaire général d'En Marche qui s'est occupé de l'organisation des meetings pendant la campagne. Le Monde avait révélé son existence, d'une certaine manière, au cœur même de l'Élysée. Il est chargé de mission auprès du chef d'état-major particulier. C'est un cas inédit sous la Ve République. Jean-Dominique Merchet, spécialiste défense du journal L'Opinion, l'avait bien noté également. Et Chaker comme Benalla font partie, on va dire, Mediapart va jusqu'à dire c'est un cabinet noir. En tout cas, c'est des conseillers du président qui l'ont aidé sur certains dossiers sensibles et qui partagent avec lui certains secrets de la campagne. Et donc, quel dossier sensible et quel secret? Quand vous me dites, dans une campagne, il y a toujours des petits secrets. Hein, et les gens ont vu beaucoup de choses, que ce soit des choses personnelles ou d'ordre, on va dire, plus logistique. Je pense que si la sensibilité de l'affaire Benalla, elle est là, je pense que la sensibilité de l'affaire Benalla se situe au cœur de la campagne. J'ai pas, ça mériterait encore et encore des enquêtes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, à l'Élysée est un peu une voiture sans amortisseur. C'est-à-dire que comme une voiture sans amortisseur. Une voiture sans amortisseur, c'est-à-dire... J'aime beaucoup les voitures, donc précisez. Oui, c'est-à-dire que justement, comme il n'y a pas de parti politique, comme il y a assez peu de personnalités politiques pour défendre le président de la République, dès qu'il y a une affaire qui ressort sur son parcours, ça l'atteint directement. Il est tout de suite ébranlé. Et ça, on l'a vu avec l'affaire Benalla dès le cœur de l'été, d'une certaine manière. Raphaël Baquet, sur Alexandre Benalla, de quoi est-il le symptôme? Est-ce qu'il s'agit d'un homme dont on a trop parlé, comme le dit Emmanuel Macron, ou bien de quelqu'un qui révèle au-delà finalement des seuls dysfonctionnements élyséens, puisque c'est ce que semble dire Marc Andevelde? Ce qu'on voit dans le parcours de Benalla, c'est que son arrivée correspond probablement à une tentative aussi d'échapper à la technostructure, pour dire les choses un peu grossièrement. Et en même temps, on voit que c'est un homme qui a tenté, et peut-être réussi d'ailleurs, de pénétrer certains réseaux. Donc les réseaux africains, on voit qu'il fait quand même énormément de voyages en Afrique. Marc Andevelde en parle. Et Le Monde a raconté... À quoi ça sert un voyage en Afrique? Alors voilà, c'est ça le problème. C'est qu'est-ce qu'il en retire? Est-ce qu'il organise vraiment des rencontres que Emmanuel Macron n'aurait pas pu lui-même organiser par sa fonction à l'Élysée? Est-ce qu'il transfère des sommes d'argent? À vrai dire, c'est là qu'il y a un mystère qui perdure. On ne sait pas exactement. Tous ces hommes qui sont des influenceurs, qui organisent les rencontres, qui apportent des affaires parfois, il est toujours très difficile de savoir exactement quel rôle ils jouent. Marc Andevelde. En tout cas, c'est suffisamment sensible pour que pendant la conférence de presse du président de la République, il en reparle, alors que ça fait plus de 6 mois que l'affaire a, on dirait, éclaté et été révélée par Le Monde. Il a été interrogé dessus, c'est vrai. Mais il a fait une réponse longue où il a dit, je crois, à 4 à 5 reprises que l'Élysée n'avait pas protégé Alexandre Benalla. Mais ne mentionnez pas les points que vous évoquez dans votre livre, Marc Andevelde. Non, mais ce qu'on a vu, en tout cas, c'est que on l'a vu, il a été protégé. Jusqu'au bout, alors même que le scandale avait éclaté, Emmanuel Macron et ses conseillers continuaient à correspondre avec Alexandre Benalla. Donc ça, c'est vrai que c'est une interrogation quand même persistante. Il aurait pu couper les branches de quelqu'un qui aurait dérapé. C'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Il y a un livre aujourd'hui qui a un grand succès, le livre de Juan Branco, Crépuscule, un livre qui s'attache aussi à révéler les réseaux de la Macronie, avec notamment, alors là, une femme qui est présentée comme étant extrêmement importante. Elle s'appelle Mimi Marchand. Marc Andevelde, si vous pouvez la présenter en quelques mots. Alors, Mimi Marchand, elle est présentée généralement comme la papesse des paparazzis. Elle a une agence de photos. Elle connaît beaucoup de responsables
responsable de journaux de la presse People. Et effectivement, depuis de nombreuses années, elle joue, on va dire, un rôle à la fois, elle vend des photos, elle vend des services, photographes, et également, elle a tout un réseau relationnel, que ce soit avec des personnalités publiques du monde du spectacle ou de la politique, pour essayer de mettre du lien, on va dire, entre les rédactions de Presse People et Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, effectivement, ainsi que Brigitte Macron, enfin le couple Macron, dans les mois qui ont précédé la campagne présidentielle, a utilisé les services de Mimi Marchand pour, on va dire, accompagner leur stratégie d'image, notamment vis-à-vis de journaux comme Paris Match et autres. Donc ils ont multiplié les opérations de promotion, on va dire, du couple Macron, avec des différentes différentes couvertures, hein, on les a tous en tête, hein, notamment dès l'été 2016. Et oui, Mimi Marchand a joué un rôle, mais il y a ce que je raconte dans mon enquête, et dans mon livre, c'est que ce n'est pas la seule, quoi. Voilà, c'est un rôle parmi d'autres. Et par ailleurs, Raphaël, concernant qui fait la grimace. Non, ça me paraît un peu surévalué, Mimi Marchand, si vous voulez. C'est pas 5-1 de Paris Match qui font une élection présidentielle. Oui, non, bien évidemment. Mais c'est ce que je dis. Oui, elle a joué un rôle. Il avait quand même un déficit de notoriété important, Emmanuel Macron, puisqu'on voit à quel point l'arrivée en politique, et donc le fait d'être accompagné par une femme qui a... Il a effectivement un déficit de notoriété, et il a, comment dire, c'est ce que je démontre dans le livre, dès 2013, il organise des réunions avec des communicants à l'Élysée autour de sa personne, encore une fois dans le dos de François Hollande, et effectivement il a eu une stratégie de communication ancienne pour se faire connaître, à la fois au départ des journalistes politiques, puis ensuite plus large public, ça c'est vrai. Mais sur la question de Mimi Marchand, le livre de Juan Branco que vous évoquiez, Guillaume Erner, à l'instant, va plus loin dans le rôle qu'il lui prête. Il dit que Mimi Marchand a été présentée par Xavier Niel, le patron de Free, du groupe de télécom Free, à Brigitte Macron, et que ce faisant, via Mimi Marchand, c'est ce que dit l'auteur, en quelque sorte, le couple Macron s'est mis dans la main de Xavier Niel, cet oligarque, comme il est appelé dans ce livre de Juan Branco. Est-ce que votre enquête, vous, Marc Andevelde, confirme cette lecture des faits ? C'est une lecture des faits, voilà, c'est la sienne, je ne vais pas la commenter. Vos éléments, les éléments factuels que vous avez les éléments factuels récolter. Les éléments factuels, c'est que bien évidemment, il y a eu une proximité entre Xavier Niel et Emmanuel Macron. Mais ce que je révèle dans le livre, d'ailleurs, c'est que, et Xavier Niel me l'a confirmé, d'ailleurs, c'était assez amusant. Il a en fait Xavier Niel sur pas sur Mimi Marchand, mais effectivement sur Emmanuel Macron. Il m'a accordé une interview, comme il me l'avait fait d'ailleurs lors de la précédente enquête, lors du précédent livre. Et l'information que j'avais, c'est qu'il avait de la chance parce qu'il refuse toujours de venir ici. Écoutez, et la première information qui m'avait confirmé il y a quelques mois, c'était que j'avais, c'est qu'il avait fait un don légal à François Fillon. Et pas à Emmanuel Macron pour sa campagne. Alors moi, ce que je mets dans le livre, c'est que vraisemblablement, il y a d'autres gens dans son entourage qui ont pu faire un don légal pour Emmanuel Macron. Mais bon, voilà, Xavier Niel, c'est une puissance en soi qui a son agenda économique. Donc, d'une certaine manière, il faut se replacer effectivement dans le contexte aussi de la campagne, qui était incertaine à certains égards. C'est ce que je rappelais tout à l'heure. Donc, les choses sont peut-être parfois un peu moins mécaniques. Voilà. Justement, sur le livre de Juan Branco et sur donc la manière dont ces réseaux, Xavier Niel, sur le fait d'après... D'abord, je voudrais rendre ce qui appartient à cette heure quand même, parce que c'est pas Juan Branco qui a parlé de Mimi Marchand, c'est un livre, il reprend un livre de Jean-Michel Desclugis et de Marc Plongeon, hein, c'est eux qui ont écrit sur Mimi Marchand. Donc, Mimi Marchand, c'est une des actrices de la presse People, hein, mais je pense qu'effectivement, ce n'est pas ça qui fait une élection présidentielle. Ce ne sont pas d'ailleurs... Ce n'est même pas la proximité. Vous voyez, vous parlez de Xavier Niel, qui est un des actionnaires du Monde. C'est quand même le Monde qui a sorti l'affaire Benalla. Donc, vous voyez, on peut être ami avec un actionnaire d'un média. D'abord, c'est pas l'actionnaire majoritaire. Et sans contrôler les médias. C'est difficile aujourd'hui de contrôler les médias, à vrai dire, et de contrôler l'information en général. C'est difficile, mais en tout cas, ça n'empêche pas d'essayer. Je ne sais pas si c'était le but de la manœuvre. Il y a d'autres choses aussi qui sont dans le livre de Juan Branco et qui sont
en quelque sorte dans l'ère actuellement, le fait que le pouvoir serait un pouvoir où finalement les relations personnelles joueraient un rôle particulier. C'est aussi l'autre volet du livre de Juan Branco. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc Andevelde? Ça, on parlait de permanence tout à l'heure sur la Ve République. On est quand même dans un... On a l'habitude de choisir son petit ami ou sa petite amie. Ça, je ne me prononcerai pas sur ça. De toute façon, je suis là pour parler de mon livre aussi. Donc, sur la Ve République, on est quand même dans une monarchie présidentielle où il y a toute une société de cour qui se met en place. Effectivement, moi, dans mon livre, j'explique le rôle central de Brigitte Macron sur le relationnel qu'elle a également apporté à son mari dans tout un tas de secteurs. Un rôle important, selon vous ? Oui, un rôle sous-estimé, qui a été sous-estimé. C'est un rôle, Brigitte Macron a un rôle politique, à la fois un politique central, donc on a pu le voir dans les années précédentes. Vous dites que certains personnages ont accès à Brigitte Macron et que c'est finalement en quelque sorte leur officier traitant. Oui, tout à fait, oui, d'une certaine manière. Il y a, par exemple, pendant la campagne présidentielle, il y avait l'équipe de campagne officielle qu'on a pu voir après intégrer l'Élysée, et il y avait, on va dire, une équipe bis de campagne autour de Brigitte Macron, ce qui d'ailleurs explique pourquoi. Ce n'est pas qu'une question d'ego. Moi, je l'ai écrit déjà assez tôt, après 2017, et je le réexplique assez longuement dans le livre. C'est que les fortes tensions entre l'un des plus proches conseillers du président de la République à l'époque, Ismaël Emelien, et Brigitte Macron. Là, pour le coup, on parlait d'amour avec François de Grossouvre. Il y a bien évidemment un enjeu affectif là-dedans, mais c'est d'abord un enjeu de pouvoir. Et pourquoi ? Parce que Brigitte Macron a un véritable rôle politique. Elle a choisi des gens dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Alors là, j'ai pas en tête, mais disons que, par exemple, l'arrivée de Bruno Roger-Petit à l'Élysée a été poussée par Brigitte Macron. Qui était son porte-parole assez éphémère. Oui, pour le porte-parole d'Emmanuel Macron. Macron, tout à fait. Mais donc, il y a une influence de Brigitte Macron auprès de son mari, incontestable. Frédéric Seyss. Si l'on s'interroge d'un point de vue plus systémique sur les éventuels garde-fous qui manquent dans la démocratie française pour empêcher ces liens, d'éventuels conflits d'intérêts, ces relations un peu parfois clair-obscures, il y a un sigle qu'il faut peut-être mentionner concernant le financement des campagnes, c'est CNCCFP, Commission nationale des comptes de campagne et du financement public. Pour le coup, c'est cette commission qui est chargée de contrôler l'ensemble des comptes de l'ensemble des partis, de l'ensemble des élections. Cela avec très peu d'effectifs, un budget assez infime. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi l'une des clés pour expliquer qu'à chaque élection, il y a quasiment soit des scandales financiers, soit en tout cas des relations d'argent qui ne sont pas complètement explorées? Et des interrogations, parce que là, depuis quelques mois, la justice enquête sur 144 000 euros. Alors, c'est seulement 144 000 euros, mais... sur environ 22 millions de dons suspects à En Marche et au candidat Macron. Ce que je peux dire, c'est que cette commission nationale, qui avait également validé les comptes de Nicolas Sarkozy, sur lesquels la justice enquête, n'a aucun moyen de contrôle. C'est une commission qui certifie les comptes, mais en réalité, en termes de moyens d'investigation, elle n'en a pas. Et donc, effectivement, pour reprendre, on va dire, là pour le coup, le débat de fond sur le financement de la vie politique française, qui a été posé ces derniers mois par exemple, l'économiste Julia Cagé, ou par François Bayrou, qui, dès le début du quinquennat, avait proposé à Emmanuel Macron d'établir une banque de la démocratie pour justement accorder des prêts à l'ensemble des candidats sans différenciation politique, eh bien ce débat-là devrait, à mon avis, être ouvert. Et on voit que c'est un problème récurrent puisqu'il l'est lors de cette élection actuelle, l'élection européenne. Il y a à nouveau des partis, le Rassemblement national, la France insoumise, qui ont des problèmes de financement. De toute façon, la question du financement de la vie politique française est une question difficilement encore abordée alors que les scandales se multiplient, parce que de plus en plus les journalistes font leur travail d'investigation sur ces dossiers-là, et donc les secrets tiennent de moins en moins longtemps en réalité. Et sauf qu'au final, ça donne aussi une impression de tous pourris dans la vie politique française, parce que cette question-là du financement n'est pas clairement posée. Et je pense qu'il devrait davantage être clairement posé dans le cadre démocratique. Et la question des réseaux, Raphaël Baquet, vous avez dit finalement qu'il y avait bien entendu une utilisation, bref, que c'était une permanence. Si on faisait une sorte de banc d'essai de nos derniers présidents de ce point de vue, est-ce que par exemple François Hollande était lui aussi utilisateur de réseaux comme cela ?
C'est celui qui les maniait avec le moins d'aisance, si je puis dire. C'est-à-dire que on retrouve les réseaux que vous décrivez pour Emmanuel Macron sont assez semblables à ceux qui officiaient déjà sous Nicolas Sarkozy, sous Jacques Chirac aussi, et sous Mitterrand aussi. Bon, après, les générations ont changé, mais bon, enfin, sous De Gaulle, c'est la même physionomie, si vous voulez. François Hollande est un tout petit peu différent. Pourquoi ? Peut-être qu'il faisait plus confiance à l'ENA, il est plus technocratique, plus attaché à une espèce de technostructure classique, si vous voulez, même si, attention, aujourd'hui, autour de lui, par l'intermédiaire de certains ministres, si vous voulez, autour de Jean-Yves Le Drian, on retrouvait quand même certains de ses réseaux. Donc, il n'était pas complètement innocent et loin de tout cela. Mais c'est vrai qu'il les manie avec moins de facilité. Marc Andevelde. Il y a deux raisons, effectivement. Raphaël Baquet a tout à fait raison. François Hollande avait tendance à déléguer, on va dire, le traitement de certains réseaux sensibles. Donc, par exemple, sur l'industrie d'armement, c'est l'équipe Le Drian qui avait la haute main sur l'industrie d'armement sous le précédent quinquennat. Et deuxièmement, François Hollande s'est constitué politiquement dans un discours de lutte contre la corruption et de critique de l'affairisme dans une partie de la Sarkozy. C'est ce qui aussi l'a amené au pouvoir. Et toutes les critiques qu'on faisait du candidat des riches, mais pas uniquement, toutes les enquêtes de presse qu'il y a eu sur l'entourage problématique de Nicolas Sarkozy, François Hollande en a bénéficié politiquement, mais il a aussi développé tout un discours, à juste titre, à juste raison, un discours, on va dire, de transparence, de président normal. Et donc, il a également veillé à couper certains réseaux, même si c'était parfois imparfait. Lesquels, par exemple ? Par exemple, il a supprimé certains relais de pouvoir puissants de la Sarkozy, notamment dans la police. Dès son arrivée, il a, en tout cas, congédié, par exemple, Bernard Squarcini, qui était l'un des hommes de l'ombre très puissants sous Nicolas Sarkozy. Il était patron du renseignement intérieur sous Nicolas Sarkozy. Et dès son arrivée, François Hollande l'a congédié. Il a congédié d'autres responsables dans le monde du renseignement, de la police, mais tout un tas d'institutions extrêmement sensibles pour le contrôle de l'État. Et il a veillé à essayer ça a été imparfait d'ailleurs, mais il l'a fait. Et donc effectivement, ce qui est intéressant avec Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas hésité, sans complexe, à revenir et à réutiliser parfois, alors pas les noms les plus, on va dire, mis sur le devant de la scène, mais il a réutilisé une partie des réseaux sarkozystes, même qui pourraient poser les plus de questions aux simples commentateurs. Et ça, il l'a fait d'une manière sans complexe, encore une fois, et en pur réel politique, par ambition politique. Raphaël Baquet. Oui, parce que ce qui est difficile pour ces réseaux, c'est de se maintenir quand il y a une alternance. En 81, justement, pendant 2-3 ans, si vous voulez, il y a une espèce de flottement pour plusieurs de ces réseaux, puis finalement, ils reviennent avec Mitterrand une fois que le pouvoir s'est plus installé. Entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, effectivement, vous l'avez dit, il y a eu une volonté de couper certains réseaux, mais enfin, ils ne sont pas morts. Ils sont restés là. Et effectivement, avec Emmanuel Macron, ils sont revenus sans difficulté, même si, encore une fois, Emmanuel Macron n'est pas fidèle à un réseau. Il essaie, en tout cas, de les maintenir à distance. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite, Marc Andevelde, puisque donc vous dites qu'il y a eu un éloignement des milieux économiques suite à la crise des Gilets jaunes et suite à ce que vous appelez l'ingratitude d'Emmanuel Macron, ou en tout cas sa volonté de se débarrasser des gens qui l'ont servi, on ne peut même pas dire d'ailleurs qu'ils ne peuvent plus le servir, mais une volonté de couper court. C'est toute la fragilité de l'ambition politique d'Emmanuel Macron. Qui est en réalité, finalement, après 2 ans au pouvoir, finalement, davantage une ambition personnelle qu'une ambition collective. Et c'est peut-être la critique qu'on peut faire sur sa pratique du pouvoir. C'est que finalement, il n'a pas réussi pour l'instant à créer énormément de choses. On le voit d'ailleurs avec la difficulté qu'il a de créer en marche véritablement. Votre regard en conclusion, Raphaël Baquet. Oui, c'est vrai que on aimerait savoir s'il va retomber dans les errements d'une politique très personnelle et avec des réseaux, ou s'il va réussir à maintenir une relative indépendance. Raphaël Baquet, on vous retrouve dans les colonnes du Monde. Marc Andevelde, le grand manipulateur, les réseaux secrets de Macron, c'est publié chez Stock.